Bonjour, ici Marie-Denise Pelletier, votre nouvelle porte-parole à l'international des œuvres du cardinal Léger en mission au Burkina Faso. Alors cette semaine, nous allons visiter les différents partenaires. Alors je voudrais tout simplement vous inviter à l'aventure. Suivez-moi. Le premier organisme que nous visitons est l'Action éducative en milieu ouvert, l'AEMO. L'AEMO est une structure étatique, mais qui bénéficie du soutien d'organismes de coopération internationale comme les œuvres du cardinal Léger. La stratégie de l'AEMO consiste à aller vers les jeunes dans leur milieu naturel, soit la rue, afin de les aider à trouver des solutions pour qu'ils s'en sortent. Sa clientèle principale est composée de garçons de 7 à 21 ans. Quand j'ai rencontré les gens de l'AEMO, du projet des enfants de la rue, en fait, je dois vous dire que définitivement, ce qui m'a le plus touchée, c'est quand j'ai distribué les petits cartons, les petits papiers pour qu'ils puissent aller manger. Ça m'a vraiment pris au cœur. Notre objectif principal, c'est la réinsertion socio-économique des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement spécial. Et ces enfants, ils se retrouvent dans la rue à Ouagadougou. Il y a des familles séparées. Il y a des parents qui ne vivent plus ensemble et que les enfants en pâtissent. Il y a le phénomène du sida qui fait ravage. On assiste à des familles d'où les enfants n'ont pas de parents, père et maman décédés. Il y a la pauvreté aussi qui s'ingère. Il y a plusieurs causes. Chaque enfant a son histoire bien déterminée. Il faut dire que pour ce qui concerne la rue, c'est la loi du plus fort. Quand tu es faible, tu en pâtis. Et dans la rue, pour survivre, il faut quand même prendre quelque chose comme le disent nos enfants. Souvent, ils prennent souvent la dissolution, la drogue, la cigarette, tout ce qui peut être excitant. Dans la rue, on n'apprend qu'à survivre. Il y a 3 types d'ateliers qui fonctionnent actuellement à l'AEMO. Il y a la vannerie moderne, la vannerie traditionnelle et la maroquinerie. Il faut dire que il y a certains jeunes actuellement qui sont devenus aussi des artisans et qui à leur tour ont eu à prendre des jeunes de la rue et ils les ont aidés aussi à sortir de la rue. La rue n'est pas vraiment un cadre idéal pour leur évolution parce que dans la rue, on peut croiser toutes sortes de dangers. Actuellement, on parle de traite des enfants, ça veut dire de traite des enfants. Il y a des gens qui viennent prendre des enfants, qui vont les faire travailler comme des esclaves. Dans la rue, j'ai fait au moins 4 mois. Et là-bas, on ne gagne pas à manger à chaque fois. Pour se laver, c'est difficile. Là-bas même, souvent, il y a des grands qui viennent nous faire la force. Grâce à la fondation Cardinal Léger, beaucoup d'enfants ont été sortis de la rue grâce à la fondation Cardinal Léger. Je prends un exemple, rien que la semaine passée, un enfant qu'on a installé en agriculture, c'est-à-dire il fait la maraîchiculture. Il était tellement content, il est même venu ici nous offrir quelques fruits de sa récolte. Ça montre à quel point il a réussi. Et nous-mêmes, nous sommes contents de le voir venir avec quand même les fruits de son travail. C'est vraiment formidable. En 1998, un groupe de jeunes burkinabés a décidé de mettre en place une organisation qui s'appelle APIL. Cette organisation travaille à la défense des intérêts et des droits des paysans burkinabés par le renforcement des capacités des organisations paysannes, le soutien à la sécurité alimentaire, le développement local et la décentralisation et, finalement, le microcrédit. Pour ce qui est du projet APIL, j'ai eu exceptionnellement l'occasion d'interviewer un producteur qui m'a dit qu'on avait littéralement, en fait, que les œuvres avaient littéralement changé sa vie, étant donné que leurs récoltes ont doublé. Alors, j'ai vu dans ses yeux tout plein de reconnaissance. Donc, notre travail, c'est renforcer les capacités paysannes pour qu'elles puissent être acteurs du changement social et que, dorénavant, elles puissent compter sur eux-mêmes pour leur propre développement. Au départ, nous avons fait une étude au niveau de
des capacités techniques des communautés. Et le taux d'alphabétisation était à 12% dans nos zones d'intervention. Aujourd'hui, nous avons travaillé et le taux global est aujourd'hui à 22% au niveau de la zone d'intervention. C'est toujours faible, mais je dis que c'est un résultat parce qu'on a quand même progressé. Alors, au plan de l'agroécologie, mais beaucoup de terres étaient pratiquement perdues. Alors, les rendements agricoles étaient à moins de 500 kilos à l'hectare. Mais depuis que nous avons commencé à intervenir, mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à des résultats alors qui sont que l'hectare aujourd'hui donne entre 800 et une tonne de production. Donc, c'est des résultats. Alors, les prochaines années, les ambitions sont quand même grandes. Et c'est de continuer toujours la construction d'organisations paysannes capables de prendre en main les développements. Parce que nous n'aimons pas travailler pour toujours faire le travail à la part des communautés. Le Centre féminin d'initiation et d'apprentissage au métier, le CEFIAM, a été créé en 2003. Son objectif est de permettre aux femmes d'obtenir une formation professionnelle dans des métiers non traditionnels afin de favoriser l'égalité entre les genres et améliorer les conditions économiques des femmes. Quand j'ai visité le CEFIAM, ce qui m'a impressionné, c'est de voir toutes ces femmes-là, évidemment, dans des métiers non traditionnels. Bon, nous, au Québec, on est habitués de voir des femmes en mécanique, mais là-bas, il n'y en a pas. Ce sont les premières femmes, donc je pense que c'est important d'encourager des mouvements, ces projets-là qui s'adressent exclusivement aux femmes. Tous mes camarades étaient secrétaires, surveillants, enseignantes, tout. Et moi, j'ai fait la tôlerie peinture. Et une formation que personne d'entre nous n'avait pas encore fait, que une fille dans ce pays n'avait pas encore fait. Donc, je ne voulais pas dire que j'ai fait ce métier, mais maintenant, si je l'ai dit, depuis ma deuxième année, je prends mon courage à deux mains. Je l'ai dit, voilà, j'ai fait la tôlerie peinture. Et la plupart des gens m'applaudissent que c'est très bien. Ils m'encouragent de bien continuer. Et voilà. Il y a beaucoup de choses qui ont quand même changé. J'ai appris beaucoup de choses en tôlerie, en peinture. J'ai appris aussi à souder. Voilà. Et on a fait des stages l'année passée et ça nous a permis de connaître encore beaucoup d'amis. Voilà. On s'en sort vraiment bien. Ça va. Et on est apprécié. Quelles conséquences positives est-ce que ça peut avoir dans leur vie? Non, les conséquences positives, c'est que là, c'est les filles. Surtout, comme c'est des filles qui font ce travail. Bon, les hommes aiment les admirer en train de travailler. La preuve a été déjà faite quand on les a envoyés en stage la dernière et la saison passée. Bon, tout client qui rentre dans un atelier et qui voit une fille en train de travailler comme un garçon est déjà très content. Donc là aussi, on voit que si après leur formation, elles s'installent à leur compte et pour le travail, ça va beaucoup marcher, j'en suis sûr. Le plus grand défi, c'est de montrer de prouver à l'ensemble de la société qu'elles sont bien compétentes et qu'elles peuvent exercer le métier dont elles sont en train d'apprendre. Et elles peuvent bien y réussir si vraiment elles ont la détermination et la volonté. Parce que souvent, il y en a qui doutent de leurs compétences, mais lorsqu'elles s'y mettent, elles se rendent compte que ce n'est pas aussi compliqué que cela. L'essentiel, c'est de se donner au travail et avoir un amour pour ce qu'on fait et on réussit forcément. Il faut noter qu'au Burkina, on a quand même 52% de filles, de femmes. Et sur 52% de femmes, nous avons constaté que très peu de métiers sont réservés aux femmes. Alors c'est une inégalité sociale qu'il faut travailler à corriger. Je prends toujours l'exemple sur la mécanique 2 roues parce que c'est là-bas qu'on a duré plus. Et là-bas, il y a des femmes qui sont installées actuellement en groupe. Il y a un garage commun. Elles ont même créé leur association des mécaniciennes du Burkina. Elles ont ouvert un garage commun où il n'y a que des femmes qui y travaillent. Et toutes sont formées par le CEFIAM. L'association Yekuma Dakupa, qui signifie en langue Bissa « entraide, solidarité », a été créée en 2001. Sa mission est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes en milieu rural et promouvoir leur développement socio-économique. Tout ceci se fait à travers des activités de sensibilisation, d'éducation, de formation et d'encadrement,
sans oublier tout le matériel nécessaire. Dans tous les projets qu'on a visités, ce que j'ai trouvé le plus agréable, en fait, c'est d'avoir été accueillis par des femmes. Et en fait, elles nous accueillaient par des danses. Donc, tout de suite, on arrivait et là, j'étais intégrée dans le groupe par la danse. Alors, c'est universel, la danse, c'est comme la musique. Particulièrement à Aïda, ces femmes-là nous ont vraiment ouvert grand les bras. C'était l'accueil des plus chaleureux. Pour le moment, je peux dire que je vois positif. Parce que l'association, depuis la création en 1996 avec 5 personnes, aujourd'hui nous sommes au nombre de 1937. 1937, ça veut dire que les gens voient l'intérêt, c'est pourquoi ils adhèrent. Il y a l'alphabétisation. Si je dis aujourd'hui qu'il y a plus de 4000 qui sont alphabétisés, qui peuvent gérer leurs AGR sans problème. Ça veut dire les activités génératrices de revenus. Et les commerçants qui nous trompaient ne peuvent plus nous tromper. Donc, toute activité que ces femmes-là mènent, ils ont des cahiers où ils peuvent présenter pour dire que bon, moi je suis dans le maraîchage-culture, voilà le début, voilà la fin, voilà ce que j'ai gagné, voilà ce que j'ai fait comme dépense. Mais avant, il n'y avait pas ça. Et surtout les écoles, nos enfants qui sont à l'école. L'association, grâce à l'association, on a pu inscrire plus de 500 orphelins qui sont à l'école. Ça, c'est déjà quelque chose. Et ces orphelins-là, ils pouvaient rester sans aller à l'école. Mais l'association a aidé ces enfants qui sont à l'école. Et la santé, problème de santé, ça ne joue plus comme avant. Donc moi, je vois positif qu'en tout cas, l'association a beaucoup fait. Mais il reste encore à faire. Par le financement de la fondation, il y a des changements au niveau même de la vie quotidienne des femmes. Parce que déjà, une femme qui est dans un périmètre maraîcher, qui arrive à avoir un revenu mensuel hebdomadaire, elle peut arriver à inscrire son enfant à l'école. Donc maintenant, pour notre prochain plan, déjà, nous pensons à l'autonomisation financière de l'association. Et petit à petit, parce que nous avons plus de 40 villages, donc il faut déjà penser à nous-mêmes, prendre en charge nos activités petit à petit. Parce que c'est des choses qu'il faut prévoir, il ne faut pas toujours attendre, parce que même quand on est bon consommateur de poisson, il ne faut pas attendre toujours qu'on pêche le poisson pour soi. Il faut apprendre aussi à pêcher, là on aura plus de poissons. L'association Djigui Espoir a été créée en 1995. Cette association lutte contre l'extrême pauvreté des personnes handicapées, particulièrement chez les femmes, par la valorisation et la transformation de produits agricoles locaux. Lors de la visite des projets, j'ai eu l'occasion de mettre la main à la pâte, particulièrement pour le projet Djigui Espoir, où j'ai participé à la fabrication du millet instantané avec des femmes handicapées. Alors, ce qui m'a touchée, c'est de voir ces femmes-là solidaires à un même travail, mais je crois que ce travail-là leur permet de sortir de l'isolement, parce qu'on sait que les gens handicapés ont ce problème-là. Alors, je crois que c'est pas juste un travail, mais c'est surtout le fait d'être ensemble. Qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas ce travail ici? Je peux rentrer au marché, vendre les tomates, les oignons, pour pouvoir manger. Qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez, c'est Djigui, d'être associé. On cause, tu vois que nous les femmes, on a toujours des problèmes. Par exemple, je parle de mon mari qui n'est plus là, je suis célibataire. Des fois, comme ça, on est ensemble, on cause, on parle de notre problème. Bon, il y a d'autres qui vont dire comme ça, pour te conseiller. Ça même, c'est suffisant. Ces femmes-là sont plus pauvres que les pauvres parce qu'elles sont marginalisées. Et elles sont considérées comme des personnes improductives, elles ne sont pas scolarisées, elles ne sont pas formées, si bien qu'à la fin, elles ne savent rien faire.
Donc, quand elles sont petites, encadrées par la famille, ça va. Mais une fois adultes, et si les parents meurent, elles se retrouvent seules, sans aucune formation. Donc, il ne leur reste que la mendicité. Et comme résultat, ça nous a aidé beaucoup à nous insérer dans le milieu des entrepreneurs, parce qu'avec leur appui, nos produits étaient maintenant présentables. On avait des produits de qualité. Donc, ça nous a permis de pénétrer dans le milieu des entrepreneurs. Aujourd'hui, on ne se regarde plus comme des personnes handicapées, mais comme des entrepreneurs. Vous avez des céréales. Et dans les céréales, on a particulièrement le mil et le maïs qu'on utilise beaucoup. Ensuite, il y a le bissap qu'on transforme aussi. Il y a le piment. Et gingembre, voilà. C'est la liste de nos produits comme ça. Bon, c'est la matière première comme ça et qui donne plusieurs produits. Moi, mon souhait est que ces femmes arrivent à prendre soin de leurs enfants et pouvoir les scolariser comme les autres enfants. L'association Gamouinia a pour mission de sensibiliser et de former ses membres afin d'améliorer leurs conditions de vie tout en favorisant un développement durable, entre autres par la culture maraîchère et le reboisement. Dans le village de Pau, j'ai visité des jardins maraîchers et je dois vous dire que ce qui faisait plaisir à voir, c'était toute cette verdure en plein cœur d'un océan de sable. Parce que le Burkina Faso, c'est très désertique quand même. Il y a beaucoup de poussière et de sable. Alors, c'était magnifique. En fait, l'eau, c'est la vie. Bon, l'objectif de l'association Gamouinia, c'est vraiment de contribuer à la protection de l'environnement au niveau de notre localité. Nous avons autour de 800 membres de l'association, mais les bénéficiaires tournent autour de 20 000 personnes. Parce que dans les 34 villages, la moyenne dans un village est entre 1000 et 2000 personnes. Pour la sensibilisation, nous avons des activités radiophoniques que nous organisons dans les villages et avec des causeries sur des thèmes précis et que nous développons dans les villages comme la coupe du bois, et les feux de brousse qui ne sont pas bien pour la nature et beaucoup d'autres activités. L'association a mis en place une troupe théâtrale composée de 15 comédiens et comédiennes. Donc, ces comédiennes et comédiennes sont chargés d'animer les populations en matière de l'éveil de leur conscience par rapport à leurs préoccupations de la zone. Donc, je peux dire que ce financement aussi nous avons pu faire 9 sorties d'animation auprès de ces villages riverains-là et a mobilisé plus de 1200 personnes. Au-delà des activités de sensibilisation, il faut se dire que l'homme n'est mobilisé qu'autour de ses intérêts et la pauvreté est très grandissante dans notre région et dans notre province. Donc il faut des activités génératrices de revenus pour permettre aux gens de s'auto-alimenter avant de pouvoir participer efficacement à la conservation des ressources naturelles. Donc c'est ainsi que nous avons les jardins communautaires polyvalents qui permettent aux paysans de pouvoir exploiter des parcelles individuelles et d'avoir des revenus pour améliorer leurs conditions de vie dans leur village. De manière indirecte, la Fondation des œuvres du cardinal Léger a été un support très important pour l'association parce que c'est elle qui a mobilisé les ressources financières pour permettre la réalisation de ce projet. Donc nous pouvons dire que c'est un partenaire très incontournable et qui vraiment, si elle n'avait pas intervenu avec nous, vous voyez que tous ces bénéficiaires qui sont très contents et qui bénéficient de ce projet n'auraient pas eu cette chance. Donc la Fondation vraiment a beaucoup contribué pour la mise en place de ce projet. Weoglavim est une association du même type que la précédente. Elle favorise la préservation de la nature par de petits gestes et le reboisement. Sa principale différence réside dans le fait qu'elle met l'accent sur le renforcement des capacités de ses membres et la transformation des produits agricoles, comme la noix de karité, en beurre.
Une des causes qui m'interpelle le plus, c'est sûrement celle de la nature. J'étais très heureuse d'apprendre qu'au Burkina, il y avait des grands parcs où on préservait la faune et la flore. J'ai planté un manguier. Alors, c'était vraiment très encourageant de savoir que non seulement on reboise, mais qu'on reboise des sortes d'arbres qui vont aussi nourrir les gens. Weoglavim, en langue locale, ça veut dire la nature, c'est la vie. C'est une association qui a vu le jour en 1993 suite à un constat de dégradation progressive de notre environnement, de l'écosystème. Et là, ça a suscité un peu les esprits à se réunir pour un peu voir comment ils pouvaient en fait résoudre ce problème. Et c'est de là qu'est née l'association Weoglavim. Et aujourd'hui, l'association Weoglavim compte 800 membres répartis dans 18 clubs villageois. Et nous remarquons qu'aujourd'hui, avec les sensibilisations, la publication des bulletins d'information, les conférences publiques organisées, ont fait reculer les feux de brousse. Ils ont fait reculer la coupe abusive du bois. Ce sont des actions aussi qui ont permis en fait un regain d'intérêt pour les reboisements au niveau de notre société. Et là, quand on compare un peu notre nature avant ce projet et maintenant, on voit quand même qu'il y a vraiment le couvert végétal se reconstitue peu à peu et c'est vraiment très encourageant. Puisque déjà quand on prend le cas des pépinières villageois que nous avons installées, on a actuellement une capacité de production de près de 55 000 plants par an. Et on peut dire que la vente de ces 55 000 plants nous permet aujourd'hui, par exemple, de prendre en charge ces pépinières sans l'appui de ce projet. On souhaite vraiment que l'autre phase que nous sommes en train d'entamer, nous le fassions en compagnie des mêmes partenaires. Parce que nous ne savons pas, sans ces partenaires-là actuellement, comment nous pouvons relever ce défi. Là, c'est vraiment un souhait qui nous est très cher. Et vraiment, c'est surtout souhaiter que vraiment ces institutions qui nous appuient aussi puissent jouir vraiment d'une autonomie et d'une tranquillité pour pouvoir vraiment nous appuyer convenablement. L'UGCPA met en commun les ressources et les compétences de ses membres afin d'améliorer leurs conditions de vie par leur formation, la culture et la transformation du bissap, la fleur d'hibiscus, qui est destinée à l'exportation. Dans le village de Bamborukwi, j'ai participé au nettoyage des fleurs de bissap, au tri. Alors, ces femmes-là m'ont accueillie, mais ce que j'ai ressenti surtout, c'est la quête de leur autonomie. Ces femmes productrices qui travaillent vraiment très fort pour améliorer leurs conditions de vie, envoyer leurs enfants à l'école, entre autres. Alors, c'est vraiment un projet, un grand projet. Et que fait votre groupement précisément? On cultive le bissap. Pourquoi? C'est pour, premièrement, améliorer notre condition de vie et puis avoir aussi des ressources et puis subvenir aux besoins de nos familles. Par exemple, on peut payer une charrue pour notre mari, une charrette, des animaux et si on a l'argent aussi, on ouvre des comptes épargne dans des caisses. Et depuis combien d'années est-ce que le groupement produit du bissap? Ça vaut 5 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis le début? Depuis le début, là, il y a eu beaucoup de changements dans notre comportement. En matière financière, surtout l'habillement des femmes. Bon, on paye des marmites, des ustensiles de cuisine. Et puis, on paye la scolarité de nos enfants. Et on aide aussi nos maris dans nos foyers. Est-ce que la production a augmenté depuis le début? Oui. Au début, ce n'était pas beaucoup. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui produisent le bissap. Est-ce que ça vous permet à vous, en tant que femme, d'être un peu plus indépendante, un peu plus autonome? Si. Ça nous aide à parler. Parce qu'avant, les femmes ne pouvaient pas parler auprès de leur mari.
Parce que, bon, on dit que tu n'es rien, tu es venu, tu n'as rien amené chez moi et pourquoi tu veux me commander, que tu ne peux pas me commander. Donc si on vend les bissas comme ça, on a un peu d'argent, on donne un peu au mari aussi, on a notre place maintenant, on peut parler aussi. Et comment ont réagi les partenaires justement face à cette visite spéciale? Bon, les gens ils sont très touchés parce que les gens sont conscients que la Fondation fait des levées de fonds et que c'est le public québécois, canadien qui donne. Et les appuis financiers que l'on fait, bien, ça ne tombe pas du ciel. Alors, derrière tout ça, il y a une machine pour solliciter les gens, pour que les gens donnent. Alors, je pense qu'ils sont reconnaissants de ça et ils apprécient beaucoup que la Fondation se dote d'une personne ressource comme Marie-Denise pour justement par la suite revenir au Québec et parler de ce qu'elle a vu et de constater les vrais changements. Alors voilà que s'achève l'aventure. Vous avez donc vu, comme moi, que l'argent investi ici au Burkina Faso sert à de belles causes, de causes nobles. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire, beaucoup d'énergie à investir, beaucoup de gens à aider. Alors pour ça, évidemment, on a besoin de vous. On a besoin de vos dons pour que puissent survivre et grandir les œuvres du cardinal.